Comment? Ah, comment? Parce que il y a plein de monde qui n'ont pas intéressé. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est la sécurité dans les j'ai mon gros frère qui a tout fait. Il m'a appelé, il fait la réunion avec moi. Et ça il m'a dit qu'il a des personnes qui sont et ils ont géré le service de presse comme tout le monde. Ça y est, ça se dit. Presse comme tout le service. Il n'y a même pas les QR codes. L'arrivée du professeur Maurice Kamto, qui est par ailleurs président du NRC, président national du NRC. Merci beaucoup. Que nous ayons quelqu'un qui s'y connaît pour nous éclairer davantage. Le temps des diasporas, les nouveaux rapports entre les diasporas et l'Afrique. Avant de prendre la parole, je voudrais dire deux mots sur le professeur Maurice Kamto. Il est né le 14 février 1954. Ah, c'est le 15. Alors, on m'a trompé. Et je m'apprêtais, merci président, je m'apprêtais à dire qu'il est né d'amour, puisque s'il était né le 14 février, vous savez ce que ça veut dire. Alors, il est né le 15 février 1954 à Bafoussam, c'est ça, la même chose, oui, c'est ça. Au Cameroun, on sait qu'il était un éminent juriste,
qui est aussi un homme politique. Il a obtenu une licence en droit public à l'université de Yaoundé, suivi d'un diplôme d'études approfondies en droit public fondamental et en droit international à l'université de Nice. Il a également obtenu un diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris et un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de l'université de Nice. Rien que ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y aurait trop à dire. J'ajouterais simplement qu'il y a eu énormément de distinctions et qu'il est intellectuel. Comme tout intellectuel, il est donc producteur d'idées, donc des livres. 2 de ces livres seront dédicacés tout à l'heure. Je pense que c'est des livres qui sont d'une actualité incontestable, bien qu'ils soient sortis pour l'un en 1993, et donc ça commence à dater, et l'autre un peu plus tard. Voilà ce que je peux dire pour l'instant concernant le professeur Maurice Kamto. Je vais lui laisser la parole pour qu'il nous édifie sur la problématique qui nous réunit ici aujourd'hui, le temps des diasporas, les nouveaux rapports entre les diasporas et l'Afrique. Professeur Maurice Kamto, vous avez la parole. Je vous remercie. Suis-je quelqu'un qui s'y connaît? J'en doute. Mais je suis quelqu'un qui ne fuit pas les défis. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui me passionne depuis de très nombreuses années déjà, mais qui m'a inspiré une certaine appréhension lorsqu'on me l'a proposé comme thème d'exposer cet après-midi. Le temps des diasporas, les nouveaux rapports des diasporas avec l'Afrique. Pourquoi ai-je eu quelque appréhension? Parce que j'ai senti presque un piège. Comment voulez-vous que j'ai l'outrecuidance de parler à la diaspora d'elle-même? C'était périlleux. Parce que la diaspora se connaît elle-même mieux que je ne puisse la connaître. Mais je me suis dit qu'il s'agissait d'un défi à relever, d'une prise de risque, pourrais-je dire. Non plus pour juste rappeler ce que vous savez tous, par expérience ou par acquis de connaissances, mais pour partager avec vous mes propres réflexions et quelques idées que je peux avoir sur le rôle de la diaspora, sur le rôle essentiel, fondamental de la diaspora dans le développement de toutes les sociétés humaines, de tous les pays qui sont puissants ou dits émergents aujourd'hui, et du rôle que la diaspora, du rôle central que la diaspora africaine jouera pour la renaissance africaine. D'abord, je crois que les concepteurs de la conférence ont bien fait de dire les diasporas, parce qu'il n'y a pas une diaspora. La diaspora est un terme qui renvoie à une réalité protéiforme. La composition de la diaspora aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. La composition sociologique s'est complètement transformée avec justement l'amplification du phénomène migratoire, mais également les évolutions propres à nos sociétés qui ont poussé vers l'aventure extérieure des catégories de population qui, par le passé, trouvaient effectivement à contribuer à leur société sur place sans avoir besoin de cette aventure. La diaspora
est également une réalité multidimensionnelle. Est-ce que nous l'envisageons simplement comme un phénomène, si nous parlons de diaspora africaine, qui est liée à une géographie, auquel cas on parlera de la diaspora continentale, de la diaspora africaine unique, considérant que tout Africain, de quelque partie de l'Afrique qu'il soit, qui vit et travaille à l'étranger, garde quelques liens avec son continent d'origine, peut être considéré comme étant la diaspora de ce continent. Mais nous devons aussi regarder la réalité en face, tant il est vrai que le continent, notre continent, le continent africain, n'est pas une réalité homogène. On voit bien que les perceptions varient suivant qu'on est en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Ou, pourrais-je même dire, dans la partie sud de notre continent. Et donc, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte parce qu'on observe que les courants d'échange et, j'allais dire, les fidélités culturelles et même géographiques, géopolitiques, dirais-je, varient suivant que l'on est en face d'une de ces diasporas ou d'une autre. Si vous prenez la diaspora nord-africaine, vous verrez que, justement, en raison du fond culturel qui le lie au monde arabe, cette diaspora est certes africaine, géographiquement, territorialement parlant, mais elle est culturellement parlant tournée vers le monde arabe. La diaspora subsaharienne, elle est campée. C'est celle qui n'a pas d'échappatoire, parce qu'elle n'a pas d'autres fidélités ou d'autres attaches culturelles ailleurs que sur le continent même. Elle appuie de la force de ma propre conviction quant à l'avenir de mon continent, c'est parce que les données objectives montrent que le continent africain est le continent d'avenir. Et je ne le dis pas parce que je suis devant un auditoire des diasporas africaines. Je le dis parce que toutes les données objectives montrent que, et je reviendrai sur ce point au cours de mon exposé, que pour moi, l'Afrique est le continent d'avenir et que sa renaissance va se mettre en place à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Nous sommes dans la phase où l'on pose les bases, les jalons. Si vous analysez les phénomènes tels qu'ils se sont passés pour ce qui concerne l'Europe, l'Asie, d'ailleurs, un certain nombre de penseurs croient que pour l'Afrique, il faudra attendre le 22e siècle parce que le 21e siècle est asiatique et que par le fait de la circularité, c'est-à-dire que le développement tourne, c'est parti de l'Europe, maintenant ça touche l'Asie et ça touchera l'Afrique plus tard. Je dis non. En la matière, il n'y a pas de rationalité, tout comme il n'y a pas de ligne droite. C'est l'inventivité de chaque peuple ou de chaque population d'une partie du monde qui accélère ou ralentit son développement. Or, ce que j'observe objectivement, c'est que le mouvement est enclenché en Afrique. Il peut paraître encore désordonné, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là cet après-midi pour en parler ensemble. Il est encore désordonné, il n'est pas encore suffisamment organisé, mais il est en mouvement, il y a une dynamique qui est à l'œuvre. Et c'est autour de cette dynamique que je voudrais organiser mon propos de cet après-midi. Une dynamique qui se manifeste d'abord à travers le réveil des diasporas africaines. Pour moi, il y a un réveil des diasporas africaines et ce réveil doit être accompagné, entretenu, organisé même, si nous voulons que l'Afrique, effectivement, soit le continent d'avenir, comme je viens de le dire. Ce réveil, et ce sera le deuxième point de mon propos, devra contribuer au réveil de l'Afrique pour que vienne le temps de l'Afrique. Donc, il faut
accentuer le réveil de la diaspora, parce que le réveil, il est déjà là, je vais vous montrer. Il faut que ce réveil s'amplifie pour contribuer au réveil de l'Afrique, pour que vienne le temps de l'Afrique. Et le temps de l'Afrique, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas dans les années 2020, 2030. Il faut compter au moins à partir des années 2050. Il ne faut pas sauter les étapes. Et d'ailleurs, nous pouvons l'amorcer à partir de 2050, que nous, si nous, vraiment, nous commençons à mettre les bases, les fondements, dès à présent. Nous avons pris conscience. Mais la prise de conscience doit être organisée pour poser les jalons, justement, du temps de l'Afrique. Et le réveil se fait comment? J'observe le réveil. Ces manifestations, c'est qu'on est passé, à mon sens, d'une diaspora du cri, c'est-à-dire une diaspora des lamentations des ex-colonisés, à une diaspora à cran. Une diaspora qui redresse les chines et qui est habitée par un désir d'auto-affirmation. Pendant longtemps, les Africains vivant en Europe ou en Amérique, mais surtout en Europe d'ailleurs, étaient prostrés et passaient leur temps à se lamenter, à rappeler justement les ravages de l'esclavage et de la colonisation, qui certes sont des faits historiques indéniables, qui ont laissé des marques indélébiles, qui ont dévasté notre continent, mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Quand on constate un fait, comment est-ce qu'on fait pour surmonter, pour dépasser ce fait? C'est la question qui nous interpelle. Et je suis heureux de voir justement que la diaspora africaine est à cette étape. On n'est plus à l'étape où on pleurnichait, où on se lamentait. On est en train de dire oui, nous avons été esclavagisés pendant 4 siècles. Oui, nous avons connu un siècle ou plus, pour certains un siècle et demi de colonisation. Mais comment on avance? Une fois qu'on s'est posé cette question, croyez-moi, on commence à trouver les réponses. Parce que se poser cette question, c'est se demander pourquoi est-ce que nous avons été esclavagisés. Pourquoi est-ce que nous avons connu la colonisation? Et la réponse dans les deux cas est la même. La même. Une seule et même réponse. Notre faiblesse technologique. Notre faiblesse sur le plan technique. On a réduit les Africains en esclavage parce qu'ils étaient incapables de se défendre face aux esclavagistes. Que ce soit l'esclavage du monde européen ou celui du monde arabe. Regardez non seulement les textes, mais également les images. Pendant que les autres avaient ce qu'on appelait à l'époque des arquebuses, c'est-à-dire des fusils qui pouvaient tirer à 5-10 mètres, nous avions encore des machettes, des lances. Ça a fait la différence. Toutes les batailles qu'on a perdues sur le continent, même pendant la période d'esclavage, c'est parce que nous étions en infériorité technologique. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose pendant la période coloniale. C'était une colonne, c'était des colonnes, quoi, d'une dizaine, vingtaine de soldats européens qui arrivaient à soumettre des contrées entières. Avec quoi? Avec quelques armes. Regardez encore la bataille en Afrique du Sud. Shaka Zulu et d'autres faisant face à des colonnes, à quelques colonnes de l'armée britannique. Il est défait pourquoi? C'était un guerrier terrible. Un preux guerrier qui n'avait peur de rien et de personne. Mais face à une arme qui tirait à 15 mètres ou à 10 mètres, ou qui pouvait tirer des rafales alors qu'il n'avait que sa lance, il a pillé des chiens. Donc, une fois que nous nous sommes posés ces questions et que nous avons compris la cause de notre asservissement à travers l'histoire, nous devons passer donc à l'étape suivante. Tous les peuples qui ont subi les affres de l'histoire en sortent avec une seule formule. Plus jamais cela. Cela ne nous arrivera plus jamais. L'Afrique est-elle capable de dire
cela ne nous arrivera plus jamais. C'est à nous d'y répondre. C'est à nous d'y répondre. Et ça ne peut pas être l'incantation. Ça doit être une démarche organisée, méthodique, pensée. Nous ne devons plus consommer des catégories intellectuelles produites par d'autres, qui nous font lire notre propre histoire et notre propre avenir à partir des concepts produits par eux-mêmes. Quelqu'un qui veut être en avant ne peut pas aider le second à le dépasser. C'est fondamental. Le deuxième point de cette manifestation, c'est que nous sommes passés d'une diaspora qui était entrée en léthargie, si vous voulez. Une diaspora, je dirais presque de l'indifférence vis-à-vis du continent, à une diaspora d'engagement et de reconquête du continent. C'est formidable. C'est formidable. La diaspora était comme dans une phase, effectivement, d'indifférence, de somnolence, parce qu'elle était découragée par la réalité du continent. Et on commençait à se dire, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi passer des nuits blanches à réfléchir à un continent qui est désespérant? Il n'y a rien de bon à en tirer. Mieux vaut s'occuper de ce qu'on peut faire pour aider les enfants à avancer. Sauf que, en disant cela, au fond de vous-même, le continent vous manquait cruellement. Sauf qu'en disant cela, justement, vous éleviez des enfants qui n'avaient plus de racines, mais qui restaient des étrangers éternellement et définitivement des étrangers dans le monde. Il faut qu'ils retrouvent leur enracinement. Ils ne seront forts que parce qu'ils ont un enracinement. Du jour où vous aurez, je ne dis même pas toute l'Afrique, mais quelques pays africains forts, quelques pays africains phares, on respectera toutes les personnes de couleur noire à travers le monde. Vous vous êtes engagés. Et bon Dieu, vous avez fait beaucoup pour le continent. Mais nous sommes à une étape où il faudrait que ce que vous faites pour le continent soit organisé, mieux organisé, soit plus rationnel, et soit fait en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, et non pas en réaction à des sollicitations ponctuelles. Ça, c'est vrai. Des parents sont malades, on envoie de l'argent. Une communauté n'a pas d'école, on la soutient. C'est très bien, mais on ne va pas bien loin avec ça.